Vous le savez, vous le sentez, nous vivons une période dangereuse. Pour résister, il faut des médias indépendants. On a besoin de vos dons et abonnements sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour à tous. La police parisienne a fait ce qu'elle devait faire. C'est ce que Maurice Papon a répondu à la fin du mois d'octobre 1961. Maurice Papon, le préfet de police de Paris, devant le conseil municipal de Paris, qui l'interrogeait pour savoir s'il était vrai que des rumeurs s'étaient répandues parmi les policiers au début de la manifestation du 17 octobre des Algériens dans Paris, selon lesquels des policiers avaient été tués par les Algériens. On lui demandait aussi s'il était vrai qu'une cinquantaine d'Algériens avaient été tués dans la cour de la préfecture de police de Paris. C'était une rumeur qui courait. On lui demandait aussi s'il était vrai que 150 corps d'Algériens avaient été jetés dans la Seine. C'était il y a 58 ans, le mardi 17 octobre 1961, à la demande du FLN, des dizaines de milliers, sans doute jusqu'à 30 000 Algériens venus des banlieues de Paris se donnent rendez-vous dans 3 points de la capitale, du côté de l'Étoile, du côté du quartier latin et du côté des grands boulevards. Ils défient le couvre-feu qui a été imposé aux Algériens depuis le début du mois d'octobre et ils font l'objet d'une répression absolument sauvage de la part de la police. Les historiens qui sont, disons, les plus favorables aux forces de l'ordre disent qu'il y a eu autour de 30 à 50 morts ce jour-là et dans les jours qui ont suivi. C'est certainement un minimum, la réalité est manifestement beaucoup plus effrayante encore. Pour en parler avec nous, Emmanuel Blanchard, historien, spécialiste aussi de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Merci d'être là, bonsoir, Emmanuel Blanchard. Merci. Vous êtes un historien de l'immigration algérienne, en particulier en France. Vous êtes un historien aussi de la répression policière pendant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, répression policière dans les colonies et en métropole. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé ce mardi 17 octobre 1961 à Paris? Finalement, on connaît assez bien ce qu'il s'est passé ce jour-là, même si on continue à avoir des difficultés à le comprendre. Et c'est ça dont je vais m'expliquer, puisque ce qui s'est passé ce jour-là apparaît dès octobre 61 comme une énigme, c'était le terme de Pierre Vidal-Naquet, puisque pour la première fois depuis très longtemps, plusieurs dizaines de personnes, à minima, on va y revenir, avaient été tuées par la police dans ce qui était considéré comme une manifestation, mais qui était une manifestation dans une situation de guerre coloniale sur laquelle nous allons revenir. Donc ça paraît quelque chose d'impensable dans ce qu'on appelle une démocratie occidentale, même si nous le verrons, c'est quelque chose de relativement courant en situation coloniale, puisque si octobre 61 n'a pas d'équivalent dans les grandes capitales européennes, octobre 61 a de nombreux équivalents dans les grandes villes de l'Empire britannique ou de l'Empire français. Par exemple, on peut aller de Amritsar en Inde en 1919 à Casablanca au Maroc en 1952 ou Alger en 1960. Pour revenir précisément au 17 octobre 61, ce jour-là, la Fédération de France du FLN appelle à une démonstration de masse. Il faut bien relever que le terme de manifestation n'est pas utilisé, tout simplement parce qu'il était interdit de manifester à cette époque-là, et pas simplement aux Algériens et aux Algériennes. Les rues parisiennes étaient largement interdites aux opposants à la politique du général de Gaulle. Et nous sommes dans un contexte très particulier, qui, au-delà de cette situation de guerre coloniale, de lutte pour l'indépendance, de révolution algérienne, selon les points de vue duquel on se place, c'est un contexte où Paris vit sous un état de couvre-feu. Ce couvre-feu n'est pas légal, tout simplement parce que c'est un couvre-feu qui s'applique à une partie de la population française, puisque ceux et celles que nous appelons les Algériens et les Algériennes sont à l'époque des Français, et des Français de plein droit, même s'ils étaient Français musulmans d'Algérie, qui était une catégorie administrative. FMA. FMA, exactement, qui permet d'oublier qu'ils sont Français quand on dit FMA. C'était pour ça que l'acronyme était beaucoup plus utilisé que le terme Français musulman d'Algérie, d'ailleurs. Donc, la préfecture de police avait édicté dans un ordre du jour un pressant conseil aux travailleurs musulmans algériens, on voit les difficultés pour catégoriser les personnes, de sortir le soir.
entre 19h et 5h du matin, mais il y a des horaires différents qui apparaissent selon les textes. Et c'est ce couvre-feu raciste, selon les mots du FLN, que la Fédération de France appelle à braver. Et ce qu'elle demande donc aux Algériens et aux Algériennes de toute la région parisienne, c'est de se montrer, c'est de se rendre visible. Elle ne leur demande pas de former des cortèges, elle ne leur demande pas d'avoir des slogans, elle ne leur demande pas de défiler dans la forme manifestation que nous connaissons. Un mot qui circule beaucoup dans les heures qui précèdent cette démonstration de masse, puisque bien sûr l'organisation a été clandestine pour empêcher le plus possible que la répression préventive empêche les Algériens et les Algériennes d'entrer dans Paris. Donc beaucoup de personnes ne sont prévenues que dans la journée du 17 octobre. Ce qui fait que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas même été prévenus, en fait, et n'ont pas pu s'organiser ce jour-là. Mais ils sont quand même plus de 20 000 à entrer dans Paris et sans doute presque autant à avoir été empêchés d'entrer dans la capitale française. Donc il s'agit juste de montrer qu'on ne veut pas se conformer à un ordre discriminatoire. Exactement. Quelque chose braver le couvre-feu raciste avec des expressions telles que vous partirez en promenade, vous vous rendrez visible, vous irez dans les grandes artères. On n'est pas du tout dans le Paris manifestant, nous ne sommes pas du tout dans le Paris rouge. Il s'agit d'aller investir des espaces de visibilité. Et ces espaces de visibilité et de centralité, que sont les grands boulevards, que sont la place de l'Étoile, sont des espaces qui sont choisis à la fois pour casser d'une certaine façon la ségrégation, qui n'est pas que policière, mais surtout pour être visible à la presse internationale. Puisqu'il faut bien imaginer que cette démonstration de masse, elle est pensée comme un message à la fois au gouvernement français. Lui montrer que le peuple algérien, qui a déjà défilé en faveur du FLN et de l'indépendance algérienne en Algérie, en juillet 1961, organisé par le FLN. Il était sorti de façon relativement spontanée en décembre 1960, et donc il y avait de plus en plus l'idée que le FLN n'était pas un groupe terroriste, comme il était appelé par une grande partie des gouvernants, mais bien une instance, un gouvernement, avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui avait derrière lui l'ensemble de la population. Et il s'agit de mettre ça en visibilité, mais cette fois dans la capitale du colonisateur. Ce qui est un événement qui est proprement subversif, qui est inédit. Pour la première fois, et le FLN en a parfaitement conscience, des colonisés vont investir de façon forte la capitale coloniale dans un moment qui est un moment de négociation en plus, où chacun fourbit ses armes, chacun montre sa force. Qu'est-ce qui se passe alors ce jour-là? Comment est-ce que les choses se déroulent? Les choses se déroulent, c'est que dans les meublés, dans les hôtels, dans les bidonvilles, les responsables locaux du FLN passent dans les chambres, passent dans les baraques et font savoir qu'il faut se préparer à sortir le soir. Que chacun doit s'habiller pour sortir, c'est quelque chose qui est important, parce qu'il s'agit d'afficher une population digne, honorable. Endimanchée, en dimanche, effectivement. On s'habille comme pour un dimanche. Les termes sont utilisés, on voit sur les photographies, parce qu'il y a de nombreuses photographies et films ce jour-là, des hommes encravatés, on va voir aussi des femmes avec des tenues très différentes les unes des autres, mais des tenues qui sont toutes soignées. Et là, il y a un soin particulier qui effectivement est porté à la tenue, avec aussi des consignes très strictes sur le fait qu'il s'agit d'aller se montrer, qu'il s'agit d'aller se promener, qu'il s'agit de s'afficher, et que donc cette démonstration est forcément pacifique. Et donc, les responsables du FLN, au niveau local, vont faire particulièrement attention à ce que les personnes respectent ces consignes de partir désarmés de façon pacifique. Et il faut bien avoir en tête que ici, cette volonté, elle est liée au fait justement de l'image que doit renvoyer cette manifestation. Le FLN a organisé cette manifestation parce que s'il sait que la presse française est en partie censurée, s'il sait que la presse française a tendance à suivre le discours de la préfecture de police d'une certaine façon, il sait aussi que Paris, c'est la capitale de la presse internationale. Et que cette manifestation, elle a lieu quelques semaines avant une nouvelle réunion à l'ONU, et donc il s'agit de faire en sorte que les échos de la presse internationale montrent la force de la Fédération de France et l'unanimisme des Algériens et des Algériennes derrière cette Fédération de France. Et donc ils vont partir, comme vous l'avez dit au début de l'émission, d'une certaine façon, pas vraiment en cortège, mais sous la conduite
de responsables qui à pied, qui en essayant de prendre le métro, qui en essayant de prendre le bus, avec l'idée qu'il faut passer les barrages policiers, les contrôles policiers, pour arriver jusqu'à la place de l'Étoile, jusqu'au quartier latin. Et de fait, la plupart des personnes qui sont parties de banlieue ne sont jamais arrivées jusqu'au centre de Paris, surtout celles qui sont parties collectivement. En revanche, il y a aussi de nombreux Algériens et Algériennes qui vivent dans Paris. Certains vont réussir à contourner les barrages policiers, puisque la préfecture de police organise très clairement des barrages. La police réagit assez vite quand même. La police a eu vent de la manifestation le 16 octobre au soir, ou le 17 octobre au matin. En tout cas, elle commence à s'organiser véritablement le 17 octobre au matin. Et ce qui est très clair dans les consignes de la préfecture de police, c'est qu'il s'agit d'empêcher la formation des cortèges en empêchant les Algériens et les Algériennes de ne pas respecter le couvre-feu, de braver le couvre-feu. Il faut les empêcher d'entrer dans Paris. On pourrait le dire très simplement ainsi. Et la seconde consigne, c'est d'organiser ce qu'on pourrait appeler très simplement une immense rafle, le terme étant souvent utilisé à l'époque et depuis plusieurs années derrière, des arrestations. Il ne s'agit pas simplement de repousser les manifestants, il s'agit aussi de les arrêter, de les interpeller. Et le palais d'Espoir est réquisitionné dès le matin, puisqu'il est envisagé dès le début qu'il y aurait plusieurs milliers d'arrestations. Il y en aura au total entre 12 000 et 15 000 dans ces journées-là. Et donc, il faut imaginer ce que ça signifie pour des forces de police à qui vous dites, vous les empêchez de rentrer et vous arrêtez des milliers de personnes, avec des personnes qui sont mises en barrage, pour certaines avec des armes de guerre. Et donc c'est ainsi qu'est organisé, non pas le maintien de l'ordre, mais la volonté de préserver le centre de Paris d'une volonté subversive de la Fédération de France. Il n'y a pas de désordre à proprement parler. Il y a des gens qui sortent et qui marchent dans la rue, quoi. Si on se place dans la tête des gouvernants, il y a un désordre qui est le fait que, 1, le couvre-feu n'est pas respecté, 2, qu'il y a une tentative d'imposer un agenda politique qui n'est pas celui du gouvernement français. Et là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il n'y a pas de désordre au sens tumultueux du terme. Nous n'avons pas affaire à une manifestation tumultueuse. Bien sûr, il peut y avoir eu quelques voitures bousculées, quelques vitrines, et encore. C'est une manifestation qui est foncièrement pacifique. Le désordre, c'est ce que celles et ceux qu'on ne voit pas habituellement dans Paris y sont. Jean Caux, qui à l'époque se situe encore à gauche du spectre politique, explique, mais comment, je cite, tous ces ratons sont devenus visibles à tout le monde alors qu'ils habitaient 10 minutes plus loin, de l'autre côté de la Défense, et que personne n'y faisait attention. C'était une affaire de visibilité, visibiliser ces gens-là. Exactement. Parfois, quand je veux dire les choses de façon un petit peu slogan, pourrait-on dire, mais c'est des termes qu'on retrouve. Quand on est sous la plume des Algériens et des Algériennes qui rendent compte de la manifestation, ils parlent de leur fierté, ils parlent de leur dignité. En fait, on a affaire à une fierté algérienne. Il s'agit que ce peuple qui est soumis à une emprise policière croissante depuis la fin de l'été, prise policière qui dure depuis des années, montre qu'il ne peut pas être assimilé à une simple organisation terroriste et montre qu'il a une voie politique qui doit s'incarner dans le fait que ces travailleurs, ces habitants ne soient plus cantonnés aux espaces de relégation où ils vivent, pour la plupart d'entre eux, mais puissent s'afficher politiquement dans les espaces de la centralité culturelle, politique de la capitale parisienne. Et alors, des rafles de masse, donc, puisque vous dites qu'il y a jusqu'à 12 000 personnes qui sont arrêtées à ce moment-là par la police, emmenées dans des centres de détention, on va passer, ou en tout cas en même temps qu'il y a ces rafles, il y a un incroyable massacre, des dizaines, peut-être des centaines d'Algériens qui sont tués froidement par la police. On le sait aujourd'hui. Quelle est la dynamique meurtrière, disons, qui se met en marche à ce moment-là? Comment comprendre ça? Alors pour comprendre cela, il faut d'une certaine façon replacer le 17 octobre dans un contexte un peu plus large. Nous y reviendrons sans doute, mais déjà nous avons dit que le 17 octobre est une réponse au couvre-feu du 5 octobre. Le 5 octobre, dans la tête de la préfecture de police, c'est une réponse aux attentats du FLN et aux assassinats du FLN perpétrés contre des policiers. Sur l'ensemble de la guerre d'Algérie, une cinquantaine de membres des forces de l'ordre ont été tués en France. Et sur la seule région parisienne, entre la fin du mois d'août et le début du mois d'octobre, il y a 13 agents de la préfecture de police qui sont tués. Donc il faut imaginer, vous voyez aujourd'hui, le retentissement que peut avoir un assassinat de policiers. On est dans ce contexte-là. Contexte-là qui est un contexte
ou du point de vue politique, dans la période de négociation qui dure depuis plus d'un an déjà, avec des interruptions, des reprises de entre le gouvernement provisoire algérien et le gouvernement de De Gaulle. Donc... Exactement. Dans ce contexte de négociation, et chacun ou chacune ayant un petit peu étudié les guerres, on sait que les moments de négociation sont aussi des moments de montée aux extrêmes. Et donc, dans ce moment-là, d'une certaine façon, Michel Debré, qui est le Premier ministre qui est, on sait, très réticent à l'indépendance de l'Algérie, a les mains relativement libres pour amener le FLN à négocier, mais à négocier en situation de défaite. Il s'agit d'amener le FLN à négocier en situation de défaite, du moins sur le territoire français, en démantelant la Fédération de France du FLN et en portant des coups très importants à l'organisation du FLN en France. Donc Debré était très favorable à l'Algérie française. Il a proposé de démissionner, il a voulu démissionner quand il s'est avéré qu'on allait vers l'indépendance. Exactement. On a un exécutif où le général de Gaulle, qu'il ne s'agit pas de dédouaner des responsabilités d'octobre 61, il s'agit de recadrer la situation politique, le général de Gaulle a une vision qui est celle que la France doit se désengager, doit se dégager de l'Algérie, c'est les termes qu'il utilise, et que pour cela, il va falloir que le FLN prenne ses responsabilités et accepte d'arriver à la table de négociation, mais dans les termes que souhaiterait le général de Gaulle. On a Michel Debré, et il y a d'autres positions intermédiaires, qui a obtenu à l'été 1961 que dans le gouvernement du général de Gaulle, les personnes les plus favorables à des négociations qui tiennent compte des attentes du FLN. Par exemple, Edmond Michelet, qui était ministre de la Justice, soit démis de leurs fonctions et soit remplacé par des hommes, Bernard Chesneau en l'occurrence, qui soient beaucoup plus en affinité avec Michel Debré. Les durs, donc. Les durs, exactement. Michel Debré qui, à contre-cœur, sent que l'Algérie va devenir indépendante, mais qui ne veut surtout pas qu'elle devienne indépendante avec le FLN et le GPRA à sa tête. Et donc, on est dans ce contexte de négociation. Et donc, le préfet Papon, qui, lui, a pour mission, et c'est ce qu'il va présenter comme sa bataille de Paris, ce sont ses termes, qu'il utilise à plusieurs reprises et qui sont repris par le FLN lui-même, c'est-à-dire démanteler l'organisation politico-administrative du FLN en métropole. Ce qui génère un contrôle encore plus fort d'une population qui, si on lit des lettres d'employeurs, des archives d'entreprises, au mois d'août, au mois de septembre 1961, les employeurs, les familles se plaignent qu'un père de famille, un fils, un frère disparaissent. Disparaissent, ça veut dire qu'il a été interné quelques jours au centre d'identification de Vincennes, par exemple, mais qu'on n'en a plus de traces. Très souvent, les gens reviennent, mais un certain nombre d'entre eux ne vont pas revenir. Tout simplement parce qu'ils ont sans doute été victimes d'équipes policières ou parapolicières dans un contexte où se forment aussi, à l'initiative notamment des services français, des troisièmes forces, c'est-à-dire des mouvements dits contre-terroristes qui sont supposés pouvoir arriver à la table des négociations en prenant la place du FLN. C'est le Front d'action algérienne démocratique, le FAD, qui est une émanation des services secrets Français. Oui. C'est-à-dire que c'est les Français qui suscitent un autre interlocuteur que le FLN chez les Algériens ? Comme dans toute négociation, quand l'interlocuteur que vous avez face à vous ne vous agrée pas, vous essayez d'en faire émerger d'autres. D'où la libération de Messali Hadj, par exemple, en 1959, mais Messali Hadj qui n'a jamais voulu se prêter à ce jeu d'apparaître comme celui qui prendrait la place d'eux, d'une certaine façon. Et donc, les services secrets raisonnent généralement selon ce type d'analyse. Il s'agit de faire en sorte qu'un certain nombre d'interlocuteurs qui ne nous agréent pas s'affaiblissent et d'en faire émerger d'autres. Et alors on va éliminer des gens qui seront identifiés par les services secrets français comme clés ou importants parmi la population algérienne pour soutenir le FLN et son réseau, sa fédération en France ? Ce qu'on sait, et pour l'instant la chose finalement était assez peu travaillée, d'après les données tant du côté du ministère de l'Intérieur français que dans les archives du FLN, il y a eu en France 5000 Algériens tués pendant la guerre d'indépendance algérienne. Ces Algériens tués l'ont été à plus de 90%, sans doute plus de 95%, dans le cadre de luttes fratricides à l'intérieur du mouvement nationaliste algérien. Soit parce que le FLN et le mouvement national algérien se sont durement affrontés pour essayer d'être hégémoniques. Le mouvement national algérien, donc c'est Messali Hadj, on est d'accord. Exactement.
pour essayer d'être hégémonique dans l'immigration algérienne, soit pour sanctionner des personnes qui soit apparaissaient comme des indicateurs de police, comme des traîtres, dans le langage qui est utilisé dans les archives du FLN, soit qui ne respectaient pas les consignes du FLN, où il y avait un certain nombre de sanctions qui n'étaient pas des sanctions arbitraires, dans le sens où elles étaient en général décidées par des comités de justice, mais des sanctions qui pouvaient aller jusqu'au passage au tabac, voire au meurtre. Donc, il faut bien avoir en tête que ce cadre général, c'est un cadre où en France, le taux d'homicide dans la population augmente par 2 ou par 3 du fait de cette très forte mortalité et de cette très forte conflictualité à l'intérieur du monde algérien. Et c'est aussi pour cela que dans ce contexte de lutte fratricide, il est possible pour des services de renseignement d'éliminer des personnes en les faisant passer pour des victimes des luttes fratricides. Et donc on retrouve, à partir de l'automne et de l'été même 61, des personnes qu'on retrouve par exemple dans un canal ou sur une berge ou dans une petite voie avec un petit message « victime du FLN ». Sauf que le FLN ne signait pas ces meurtres, il en a perpétré bien plus que ces équipes contre-terroristes, on va les appeler ainsi puisqu'elles se définissaient les équipes ainsi. françaises donc. Oui, voilà. Françaises, pas simplement. Oui. Parce que les services s'appuient aussi sur des opposants au FLN, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Mais ce qu'on voit émerger à l'automne 61, c'est une répression officielle qui augmente d'un cran. C'est-à-dire l'idée, avant même le couvre-feu, il faut interpeller le plus possible d'Algériens pour désorganiser le FLN et en expulser un maximum. Puisqu'il y a l'idée que, de toute évidence, l'Algérie va être indépendante, donc débarrassons-nous de ceux qui sont appelés les indésirables, c'est-à-dire une grande partie de ces travailleurs algériens, avec un pont d'expulsion qui commence par bateau, puis par avion, avec quelques milliers de personnes qui vont être expulsées à cette période. Et on voit aussi, et jusque dans les archives les plus officielles, nous parlons des archives de police, des archives des tribunaux, on voit aussi que de plus en plus d'Algériens sont repêchés, par exemple dans des canaux ou dans la Seine avant même le 17 octobre. Des cadavres. Des cadavres. Mais des cadavres, il y en a eu tout au long de la guerre. Et tout au long de la guerre, ces cadavres étaient à 99% liés aux affrontements fratricides. Mais là, pendant quelques semaines, la plupart de ces cadavres n'ont plus de nom. Les policiers ne les identifient plus. C'est-à-dire qu'avant cette période, il n'y avait quasiment pas d'Algériens qui étaient inhumés comme FMA inconnus, selon le terme qui était utilisé jusque dans les archives les plus officielles. Et là, on voit bien qu'un certain nombre de cadavres ne sont plus identifiés. Donc vous, comme historien, vous voyez que les sources changent. Il y a des choses qui changent dans votre source. Les sources changent. Autrement dit, ces morts ne sont pas au même titre, disons, n'ont pas le même statut que les précédentes, semble-t-il. Voilà, exactement. On voit dans les façons d'agir, c'est-à-dire de plus en plus de personnes sont jetées dans les canaux ou dans la Seine, puisque ça permet de faire disparaître une partie de la matérialité du crime, quand le corps séjourne dans l'eau, ce que faisait finalement parfois le FLN. Parfois le FLN le faisait, mais ce qu'il ne faisait pas systématiquement, loin de là. Et donc on voit la façon de tuer qui change, et on voit aussi la façon d'identifier qui change. De plus en plus de difficultés à identifier les corps. De la part des autorités françaises. De la part des autorités. Parce que tout simplement, dans les services de police, il se sait, et on le sait notamment par les archives syndicales, le principal syndicat de gardiens de la paix de l'école, de l'époque, excusez-moi, le syndicat général de la police, le SGP, qui syndique près de 80% des gardiens de la paix de la police parisienne. Donc vous imaginez le spectre politique à l'intérieur de ce syndicat qui va du Parti communiste jusqu'à la droite politique, aux apolitiques. C'est vraiment le grand syndicat corporatiste de la préfecture de police. Et dans les archives de ce syndicat, on voit monter le débat sur des collègues qui soit hors travail la nuit avec des équipes. On parle d'équipes parce qu'il n'y a pas que des policiers dans ces équipés, ou pendant leur travail se livrent à des exactions qui apparaissent insoutenables, inadmissibles pour une partie des gardiens de la paix. Mais derrière ce vocabulaire, il y a des passages à tabac et des assassinats. Exactement. Un spectre large qui va du simple passage à tabac jusqu'à l'assassinat. Et donc c'est devenu quelque chose qui est débattu parmi les policiers. C'est quelque chose qui commence à être débattu avant même le 17 octobre parmi les policiers et qui va l'être bien plus après. Alors qu'il est débattu, attention, dans des arènes qui sont des arènes confinées, qui sont l'arène d'un conseil syndical. Après, je ne sais pas ce dont il est débattu
à la cantine de la préfecture de police, mais nous, ça nous arrive en tant qu'historiens, jusqu'à nos yeux et à nos oreilles par des témoignages qui ont été recueillis, puisque certains de ces syndiqués ont témoigné avec Jean-Luc Einaudi jusqu'à nos jours. Et donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est débattu dans le monde des Algériens qui se plaignent d'un certain nombre de disparitions, mais qui, si ces crimes nous apparaissent signés du point de vue archivistique, au travers du fait que les personnes ne sont plus identifiées, ce n'est pas qu'il soit impossible d'identifier. Bien sûr, il y a des cadavres qu'il est impossible d'identifier. À toute époque, la police a un taux d'échec sur l'identification d'un certain nombre de cadavres. Mais d'un coup, en septembre, ce sont par dizaines que des cadavres ne sont plus identifiés. Parce qu'une partie des policiers ne font plus ce travail d'identification parce qu'ils savent qu'on est passé à un stade où ces cadavres ne sont plus simplement le fruit des affrontements entre Algériens. Alors vous nous dites en septembre, c'est-à-dire un mois et demi, plusieurs semaines avant cette manifestation et avant les assassinats de ce jour-là et des jours qui ont suivi. Oui. Alors effectivement, ce qui est extrêmement compliqué, puisque je présume que parmi les personnes qui regardent cette émission, beaucoup ont entendu 17 octobre 61, 200 morts. C'est à peu près le chiffre qui circule le plus, notamment, on va dire, dans les mouvements en affinité avec la cause algérienne. Ce qu'il faut avant tout retenir, c'est que ce dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes ont été tuées. Et après, pour commencer à raisonner, il faut réfléchir, est-ce qu'on s'intéresse aux manifestants et manifestantes tués le 17 octobre et le 18 octobre, parce qu'il y a d'autres manifestations le 18 octobre, il y a aussi le 20 octobre, la manifestation des femmes, même s'il n'y a pas eu de femmes tuées ce 20 octobre, puisque là, il y a une attention beaucoup plus forte à ce qui se passe ce jour-là, ou est-ce qu'on s'intéresse à un moment où, dans cette période, qui est une période d'affrontement aussi très fort entre l'appareil armé des indépendantistes algériens et les forces de l'ordre, il y a plusieurs dizaines d'Algériens qui sont tués. Ce qu'on sait aussi, c'est que le FLN lui-même a cherché à identifier ce nombre de morts. Et ce nombre de morts, il parle d'une centaine de morts pour l'ensemble de la période. Une centaine de morts, avec peut-être des disparus qui ne sont pas encore identifiés. Les analyses démographiques, c'est-à-dire quand on essaie d'analyser une surmortalité, puisque des Algériens qui meurent de morts violentes ou suspectes, il y en avait avant la guerre, il y en avait de plus en plus pendant la guerre, et il y en a de plus en plus à cette période-là. Qu'est-ce qui peut expliquer à cette période-là cette surmortalité? La seule explication causale qui tienne, c'est justement cette radicalisation de l'affrontement et le fait qu'un certain nombre de policiers aient les mains complètement déliées pour se débarrasser d'une partie des opposants algériens ou se venger, hors du cadre de leur travail, de ceux qu'ils considèrent comme d'assassins de leurs collègues. Mais ça veut dire qu'on est obligé de travailler sur une période longue, puisque un mort suspect, vous savez quand il réémerge. C'est-à-dire la trace, et c'est d'ailleurs ce qui va alimenter la presse, parce que le 17 octobre 61 n'a pas toujours été recouvert d'un silence. Si vous lisez l'Humanité, Libération, Le Monde et même le Figaro de la fin du mois d'octobre 1961, il y a un grand débat, notamment lié à une initiative parlementaire impulsée par Gaston Defferre, qui est de savoir, mais ces corps qui sont repêchés dans la Seine et dans les canaux, à quoi correspondent-ils? Sont-ils, comme nous le savons, par un certain nombre d'informateurs algériens notamment, mais aussi de policiers, avec le manifeste des policiers républicains, avec la CFTC Police, qui a aussi pris position à plusieurs reprises. Syndicat chrétien. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, parmi ces repêchés, des victimes d'exactions policières? Alors, ce que vous pouvez voir dans les archives, c'est une date de repêchage. Mais la date de repêchage ne nous donne pas toujours, même quand il y a une autopsie qui est faite correctement, la date de la mort. Donc, première chose. Et puis, ça ne va pas nous dire qui est à l'origine du meurtre. D'où la nécessité d'avoir un travail indiciaire, une connaissance par trace.
Parce que je pars à la fois en recoupant les témoignages d'Algériens et d'Algériennes, les témoignages de policiers, et ce que nous dit la matérialité de l'archive. Et ça au cas par cas, donc, évidemment. Au cas par cas, même si entrer dans la logique de cas par cas ne me semble pas forcément la façon la plus habile de procéder. Parce que, bien sûr, il y a tout un ensemble de cas qui sont indéterminés. Est-ce qu'une personne s'est suicidée? Parce qu'il y a aussi des personnes qui continuent de se suicider. Est-ce qu'elle a été tuée par la police? Est-ce qu'elle a été victime d'un meurtre raciste? Parce que, bien sûr, les meurtres racistes augmentent à cette époque-là. Bon, il est très difficile d'arbitrer. Est-ce qu'elle a été victime d'affrontements à l'intérieur du FLN ou entre le FLN et le MNA? Parce que ces affrontements ne sont pas terminés. Ils sont dans une période de basse intensité, mais ils ne sont pas terminés. Et donc, le cas par cas nous amène très souvent à ne pas pouvoir trancher. En revanche, il est possible de mettre en évidence des systèmes de répression et des systèmes d'occultation. Rien que la presse de l'époque nous explique très bien qu'à la fin du mois d'octobre, des juges d'instruction sont saisis de 80 dossiers de repêchés. Donc 80 cadavres nord-africains, c'est le terme qui est le plus souvent utilisé dans la presse. Et puis, de toute façon, effectivement, ces cadavres, est-ce qu'ils sont algériens ou pas? Pas forcément une question si simple. Et donc, on a 6 juges d'instruction qui vont être saisis des enquêtes sur ces inhumés, mais on a une enquête qui est une enquête dilatoire. Dans le sens où, à partir du moment où vous ouvrez une instruction judiciaire, cela empêche une enquête parlementaire. Or, le débat parlementaire montant de plus en plus, le débat dans la presse montant de plus en plus, il s'agissait de le refermer. Et donc, l'ouverture de l'instruction permet de fermer ce débat politique et médiatique dans une séquence où, en plus, le FLN est passé à autre chose. Le FLN est passé à autre chose, il a mis en grève de la faim ses prisonniers politiques, dont ses ministres, et donc c'est ça qu'il supporte devant l'opinion publique, non pas française, mais mondiale. Toujours internationale. Voilà, internationale. Et finalement, cette question des tués du 17 octobre et de la période précédente n'est pas prioritaire. Ça passe au second plan. Ouais, elle passe au second plan. Mais vous voulez dire que l'exécutif et le pouvoir judiciaire ont en fait développé des instructions parce que techniquement, ça permettait d'empêcher une enquête parlementaire. Oui, c'est une manœuvre qui est bien connue. Hein. Il y a eu la même chose sur Charonne. Alain Deverp l'avait très bien montré dans son grand livre. Charonne, donc dans son grand livre sur Charonne, la manifestation du 8 février 1962 et les 9 morts de Charonne. Quelques mois plus tard. Donc. Quelques mois plus tard. Il faut bien avoir en tête qu'il est très difficile de faire disparaître un corps, un cadavre. Et donc, la plupart, pas tous, des personnes sont mortes en Algérie. Parce que parmi les blessés d'octobre 61, beaucoup ont été expulsés. Et donc, une fois qu'ils ont été expulsés, ils ont en plus, pour la plupart, été expulsés non pas dans leur lieu de résidence habituel, parce qu'en général, ils n'ont même plus de lieu de résidence habituel du fait des déplacements liés à la guerre, des camps de regroupement, etc. Ils ont la plupart du temps été expulsés en des camps d'internement, où les conditions d'existence sont extrêmement difficiles, et un certain nombre de personnes vont mourir ainsi. D'autres vont mourir dans les hôpitaux parisiens quelques mois après, de blessures qui se surajoutent au fait que ces personnes, très souvent, même si c'était plutôt des hommes jeunes, eh ben, ils étaient usés par une vie de misère et une vie de travail, et donc ils seront catalogués comme morts naturelles quelques semaines plus tard. Donc tout ça nous rend extrêmement difficile de savoir combien de personnes sont mortes à cette période-là. En revanche, les personnes qui ont été exécutées, qui ont été battus à mort et qui ont été jetés dans la Seine ou dans les canaux ou abandonnés dans une ruelle, ces cadavres ne disparaissent pas. Ils réapparaissent sous la forme de morts suspectes. Et ces morts suspectes génèrent des procédures qui sont des procédures soit menées sous la direction d'un procureur, soit menées sous la direction d'un juge d'instruction. Et on va voir là, dans la façon dont ces enquêtes sont menées, et parfois de véritables tentatives d'occultation, qui sont rendues possibles, je le répète, par le fait qu'il faut imaginer que la préoccupation des Parisiens et des Parisiennes, ce n'est pas la lutte pour l'indépendance du FLN, qui, quoi qu'elle ait généré tout un cortège de violence, les a très peu touchés. C'est bien plus l'OAS. Chaque jour explosent des bombes dans Paris. Alors des bombes qui en général ne font pas de victimes, mais Paris est d'une certaine façon sous le feu de l'OAS.
le général de Gaulle a été victime d'une tentative d'assassinat à Pont-de-Seine en septembre 1961. Et ce ne sont pas des tentatives d'assassinat d'opérette. Il échappe vraiment de peu à la mort. Donc là, on parle de l'extrême droite pro-Algérie française. Hein. Exactement. Ouais. Et donc, nous sommes dans un cortège de violences qui font que ces cadavres, d'une certaine façon, bien sûr aussi parce qu'ils sont algériens, et donc le racisme, le sentiment de différence, l'opposition politique font qu'il leur est accordé une moindre importance. Mais ils vont être oubliés parce que la dynamique va passer à autre chose qui est il faut arriver au bout de cette guerre d'indépendance algérienne. Et guerre d'indépendance algérienne qui va se terminer, vous le savez, par les accords d'Évian de mars 1962. Mais ces accords de mars 1962, qu'est-ce qu'ils entraînent? Ils entraînent une loi d'amnistie. Pour tous les actes commis dans le cadre des hostilités. Dans le cadre du maintien de l'ordre. Et du maintien de l'ordre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une impunité parfaite des crimes de tous ordres, et notamment des crimes policiers qui ont eu lieu dans les mois précédents. Oui, mais si on veut aller jusqu'au bout, cette amnistie, elle permet aussi de libérer tous les prisonniers détenus du FLN. Des personnes mises en cause pour assassinat de policiers vont être libérées. Ça marche des deux côtés. Comme vous le dites, on peut dire que ça marche dans les deux sens. Et donc ça va éteindre les instructions en cours. D'accord. Et donc d'une certaine façon, les juges n'avaient pas été saisis pour faire éclater la vérité, et eux qui avaient essayé de gagner du temps, à minima, peuvent clore les instructions du fait de l'amnistie. Et donc, ce qui fait, ça nous permet de comprendre l'oubli de ces morts. Ça va expliquer, partiellement en tout cas, le long oubli qui a suivi. On va peut-être y revenir un peu après sur le retour de la mémoire de ces événements. Dans ce que je racontais au début des questions qui sont faites à Papon le 27 octobre devant le Conseil municipal de Paris, on voit bien que s'il est interpellé, c'est parce que l'on sait déjà, donc 10 jours après, que les policiers se sont déchaînés. L'une des questions qui lui sont posées, c'est « Est-il vrai que la rumeur a couru parmi les policiers au début de la manifestation que certains d'entre eux venaient d'être tués ?» On voit très bien à quoi ça mène. On sait très bien que ça pouvait être une manière, justement, en rendant fou furieux, évidemment, ces policiers qui pensent que des collègues viennent d'être tués, ça pouvait être une manière de déchaîner la violence policière. On demande aussi à Papon, est-il vrai qu'il y a eu ces assassinats dans la cour de la préfecture de police de Paris? Est-il vrai qu'on a repêché 150 cadavres dans les jours précédents? C'est donc bien que l'information s'est transmise. Enfin, en tout cas, il y a la suspicion qu'au cours de cette manifestation-là, tout particulièrement, et dans les heures qui ont suivi ce rassemblement massif de personnes algériennes donc au Palais des Sports et à Pierre de Coubertin, on sait qu'il y a eu des dommages contre les personnes absolument terribles. Et ça fait guère de doute, puisque un de ceux qui soulève le débat au conseil municipal, c'est Claude Bourdet. Claude Bourdet qui est à la fois conseiller municipal de Paris et journaliste. Et Claude Bourdet a été informé dès le 17 octobre par des policiers qui sont venus frapper à son domicile pour l'informer de ce qui se passait à la fois dans les rues de Paris et dans certains services de police. Et donc, effectivement, après le 17 octobre, si on veut expliquer les choses assez simplement, il faut essayer de comprendre comment ça se passe aujourd'hui aussi à l'époque contemporaine. Quand un événement particulièrement violent met en cause les forces de police, dans les premières heures qui suivent cet événement, le cadrage de la préfecture de police, du ministère de l'Intérieur, réussit à s'imposer parce que les journalistes n'ont pas encore le temps d'enquêter et donc ils travaillent sur communiqués de presse, ils reprennent les informations qui ont été diffusées par les canaux officiels. Et donc le premier cadrage, c'est qu'aurait eu lieu le 17 octobre à Paris une émeute algérienne. Une émeute algérienne qui a été réprimée. Et la préfecture de police a dû réprimer cette émeute algérienne et donc, bien sûr, utiliser la force. Et donc, dès le 18 octobre, 3 morts, puis 5 morts sont reconnus officiellement. C'est vraiment de la désinformation pure et simple. De la part de la préfecture, c'est de la part de la préfecture, ça? Oui, de la préfecture de police jusqu'au ministère de l'Intérieur. C'est la version officielle. Porte-parole du gouvernement, c'est la version officielle. C'est la version officielle. Mais cette version officielle, elle va très vite remise en cause. Très vite être mise en cause, parce qu'il n'y a pas une chape de plomb qui règne sur Paris, en dépit du climat de censure partielle qui touche une partie de la presse, et encore bien plus l'ORTF. Il y a déjà des radios périphériques. Il
Yasmina Hadi a très bien montré dans son film Ici, on doit l'Algérien, comment les informations qui circulent sur les radios périphériques ne sont pas les mêmes que les informations reprises à l'ORTF. Nous ne sommes pas en Algérie. Dans les départements d'Algérie, il y a encore une presse d'opposition qui certes est parfois censurée, mais qui de jour en jour appelle l'attention sur des disparus. Des disparus qui tous n'ont pas été tués par la police, tous ne vont pas disparaître définitivement, puisqu'un certain nombre, bien heureusement, vont finalement être libérés, soit en France, soit en Algérie, vont réapparaître dans leur famille, mais certains sont disparus à tout jamais, sans même que leur cadavre ait été retrouvé. Et donc on a cette information qui se décloisonne d'une certaine façon, notamment parce qu'il y a des syndicats dans la police, il y a des policiers communistes, il y a des policiers chrétiens qui sont opposés à ces exactions et qui alimentent le débat, à la fois par des prises de position clandestines ou des prises de position officielles, par des contacts avec des journalistes, si bien que, je le disais déjà tout à l'heure, même le Figaro, à la fin du mois d'octobre, remet en cause la version policière. La préfecture de police, dans un premier temps, elle communique officiellement, et c'est ce que fera Papon jusque dans son ouvrage au milieu des années 80, puis dans son procès à la fin des années 90, en 1997. Pas pour ces faits-là, un procès pour des faits de collaboration quand Papon était secrétaire général de la préfecture de Gironde et a fait déporter plus de 1500 juifs. Une longue carrière. Effectivement, Papon, ici, va communiquer sur le fait qu'il a gagné la bataille de Paris. En opposition à la bataille d'Alger, alors il y a vraiment cette référence à la bataille d'Alger de 57. Effectivement, c'est en miroir. D'une certaine façon, en tout cas, c'est la façon dont il veut présenter la chose, qui est très intéressante, parce que la bataille d'Alger n'était pas non plus une bataille. C'est une grande répression policière. Voilà. Avec un développement de la torture massive. Exactement. On en a parlé à la Grande Hache avec Raphaël Branche. Exactement, dans une émission précédente. Et donc ça, c'est très important, parce que dans les notes internes de la préfecture de police, cette fois, non pas dans les communications de la préfecture de police, mais dans les notes internes de la préfecture de police, à partir de la fin du mois de novembre, circulent au plus haut niveau hiérarchique des notes qui disent « mais on a complètement perdu la bataille de la communication finalement sur ce qui s'est passé le 17 octobre. Si on en croit la presse, il n'y avait que des manifestants bienveillants et nous étions les brutes ». Et ils disent, de fait, cette manifestation a généré, sous l'effet de ce qu'ils appellent l'opposition de gauche, toute une presse défavorable à la préfecture de police et favorable au FLN. Et d'une certaine façon, et le FLN lui-même s'en réjouit dans sa communication interne, il aurait gagné la bataille médiatique sur cet événement, même si c'est quelque chose que nous avons complètement oublié. Alors attention, quand on parle de bataille médiatique, il faut toujours revenir au fait que la bataille médiatique, pour le FLN, c'est pas atteindre la PQR, la presse quotidienne régionale, dans l'ensemble des départements français. Dans l'ensemble, les ouvriers, les ouvrières, les agriculteurs, les agricultrices, qui n'étaient pas particulièrement politisés, ont quasiment rien su de ce qui s'était passé le 17 octobre 61. En revanche, dans la presse nationale, mais le lectorat est relativement réduit, dans la presse internationale, les camps de la préfecture de police, le terme est utilisé, en anglais, en allemand, en italien. C'est-à-dire les lieux de rassemblement, les lieux où on accumule ces centaines, ces milliers d'Algériens. Exactement, sont dénoncés avec force. Il y a de nombreux débats sur combien y a-t-il eu de morts, parce que chacun sait que le nombre de morts n'est pas le nombre de morts reconnu officiellement par le gouvernement français. Donc il y a une forme de défaite en termes de communication dont la préfecture et dont l'administration prennent conscience au bout de quelques semaines ou de quelques mois, si je comprends bien. Oui, même si c'est quand même le fait majeur, c'est ces dizaines de morts, ces dizaines de personnes qui ont été tuées, mais qui, pour le FLN, est mis en regard des centaines de milliers de morts algériens. Et c'est aussi pour cela que leur mémoire va être très peu portée. Qu'il va y avoir très peu de revendications sur... maintenant, on veut que ces enquêtes qui ont été lancées se poursuivent. Le collectif des avocats du FLN, il initie des enquêtes, il fait initier des enquêtes, et des avocats communistes qui le font aussi à l'instigation des familles à la fin du mois d'octobre, mais finalement, ça ne va plus être la priorité dans les semaines et les mois suivants. Ce qui fait que cette défaite de communication de la préfecture de police, la Fédération de France du FLN cherche assez peu à en tirer parti. Puisque ce qu'elle cherche, cette Fédération de France, elle est sous les ordres du GPRA,
du gouvernement provisoire de la République algérienne. Elle est de plus en plus marginale. Et ce gouvernement provisoire, ce qu'il veut, c'est arriver à la table des négociations. Si pour revenir à la table des négociations, il faut un petit peu oublier ces morts-là, Benrella, qui est le président du GPRA, est prêt à le faire. Et c'est pour ça que dans ses conférences de presse des semaines suivantes, il en parlera très peu finalement. Parce que ce qui prime, c'est la question de la négociation des conditions de l'indépendance algérienne. Pour le FLN, c'est une victoire. Et ça nous paraît très choquant aujourd'hui, vu de la position qu'on a par rapport à cette répression policière, qui est encore une fois est exceptionnelle, singulière, particulièrement atroce. Mais les Algériens et les Algériennes qui écrivent au FLN dans les mois suivants, puisque le FLN, il était complètement désorganisé. Vous imaginez 12 000 à 15 000 Algériens arrêtés, même si les responsables d'une certaine envergure, bien sûr, ne sont pas descendus dans la rue. Oui, ils sont protégés. La répression était anticipée. Il ne s'agit pas d'affirmer, comme le font un certain nombre d'historiens, voulant à tout prix, d'une certaine façon, battre en brèche ce qui est aujourd'hui le récit commun sur le 17 octobre 61, de dire que la faute commise par le 17 octobre 61, c'est la faute du FLN. Puisqu'il aurait fait exprès, dans une volonté de monter aux extrêmes, d'amener... C'est la thèse de ceux qui veulent défendre la police, en particulier de Jean-Paul Brunet, pour le citer. Oui, qui était pas, dans son livre, n'était pas sur cette thèse tout à fait, mais qui de plus en plus, dans des écrits qui se diffusent sur le web notamment, peut arriver à défendre cette thèse. Pour le FLN, ici, complètement désorganisé, alors que son but, c'est avant tout de recueillir des cotisations. Il faut imaginer ce qu'est l'immigration algérienne dans la révolution algérienne. Le rôle de l'immigration algérienne en France, dans la révolution algérienne, c'est de financer la révolution algérienne. D'accord. Et c'est ça que cherche à désorganiser la police. C'est le recueil des cotisations, qui représente une part non négligeable du budget du GPRA. Et donc après la manifestation, bien sûr que les responsables du FLN, la Fédération de France, essaient de reprendre contact avec l'ensemble de leurs responsables qui n'ont pas été arrêtés et leur demandent un bilan de la manifestation. Un bilan de la manifestation en termes humains, en termes organisationnels, pour savoir comment redémarrer sur de nouvelles bases après tant d'arrestations. Ça a laissé des sources alors? Ça a laissé des centaines de témoignages. Des centaines et des centaines de témoignages qui sont des écrits de la main, en général, d'hommes ou de femmes du FLN, puisqu'il y a aussi près de 5 à 10% de ces témoignages qui sont des témoignages de femmes. Et ce qu'on voit dans ces témoignages, c'est la fierté d'avoir manifesté. Montrer à De Gaulle qu'on est prêt à tout pour notre indépendance, même à mourir pour notre indépendance. On est prêt à recommencer, disent-ils. Ils veulent une manifestation le 1er novembre. Pour fêter le 1er novembre 1950. L'anniversaire de l'insurrection. Ils veulent redescendre dans la 1954. rue le 1er novembre. Ouais. Et c'est la Fédération de France qui dit ah non, c'est pas possible, on ne veut pas que vous redescendiez dans la rue le 1er novembre parce que c'est trop dangereux en termes organisationnels. On va passer à d'autres types d'actions, les grèves de la faim et des rassemblements devant les prisons. Mais pas le type d'action qui avait été mis en place le 17 et 18 octobre. Et ces personnes disent leur fierté d'avoir été les premiers à manifester au cœur de la capitale communale. Ils disent leur fierté d'avoir permis au monde, à la presse internationale, de connaître leur situation. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que bien sûr, il y a une grande douleur dans de nombreuses familles qui cherchent un homme expulsé, ou un homme disparu, ou un blessé, ou un tué, mais qui se placent dans le cortège des douleurs immenses de la guerre d'Algérie. J'ai coutume de dire à mes étudiants, vous savez, tous les bilans sont contestés, contestables. Quel est le nombre d'Algériens qui ont été tués pendant la guerre d'indépendance algérienne ou la révolution algérienne, selon le point de vue où on se place? On ne sait pas exactement, c'est plusieurs centaines de milliers, mais ça veut dire qu'à minima, c'est plus en proportion que la saignée de la guerre 14-18 en France ou dans les pays les plus touchés, tels que la Serbie, par exemple. Comme rapport avec l'ensemble le total de la population. Voilà. Donc imaginez ce qu'est cette guerre d'indépendance en termes de deuil, de décomposition, recomposition familiale. Et donc ces manifestants, ils ont tous un frère, un oncle, un père, une sœur, qui a été victime des multiples niveaux de cette guerre, et pas simplement de l'armée française, massivement de l'armée française, mais pas simplement de cette armée française. Et donc ce qu'ils retiennent de cette manifestation au bilan si terrible, c'est quand même leur contribution, ne plus simplement avoir été des cotisants, mais être entrés dans l'action politique.
Et que quand on est côté français, parce qu'on n'est pas originaire d'Algérie, on n'a pas conscience effectivement que ce bilan terrible du mois d'octobre et de la manifestation, il est à ressaisir dans ce bilan bien plus terrible que vous évoquez de la très forte proportion de victimes algériennes de la guerre dans son ensemble. Alors ça n'enlève rien à la tâche sur la répression en France, sur la préfecture de police à cette époque-là, mais ça permet de mieux comprendre pourquoi cette mémoire n'a pas forcément été portée comme une mémoire autonome par rapport à ce que dit Ben Reda, par exemple, le président du GPRA, dans la seule conférence de presse dans laquelle il a évoqué la répression à Paris. Je ne parle même pas du 17 octobre en particulier, je parle de la répression à Paris. Il la place dans ce qu'il appelle le génocide du peuple algérien, qui est le terme qui était utilisé par le FLN à cette époque-là. Mais voilà, c'est un élément parmi tant d'autres dans ce qu'il appelle le génocide algérien. Donc il n'y a pas que finalement Charonne, les morts de février lors de la répression d'une manifestation de Français non originaires d'Algérie majoritairement, une manifestation essentiellement communiste, qui explique le fait que le souvenir finalement de ce qui s'est passé lors du 17 octobre se soit assez vite atténué, amenuisé, qu'il est largement disparu. En 2012, François Hollande rompt le silence des politiques, qui dure à l'époque donc depuis une cinquantaine d'années, et reconnaît qu'il y a eu répression sanglante, je cite, de manifestants algériens qui étaient venus pour faire valoir leur droit à l'indépendance. Mais c'est au terme, disons, d'un retour de mémoire qui est bien plus ancien. Le livre de Jean-Luc Einaudi, je crois, qui est paru en 1991, a marqué une étape très importante dans l'historiographie. C'est intéressant de voir un petit peu comment a ressurgi la mémoire des faits. Il y a eu aussi cette fameuse photo ici, on tue des Algériens, c'était un graffiti qu'il y avait eu sur le parapet de la Seine qui a été pris en photo avant d'être effacé. Et cette photo a ressurgi aussi, je crois qu'elle avait été diffusée par l'Humanité. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les étapes justement de cette prise de conscience, de ce retour de mémoire ? Qui en France connaît ce qui s'est passé à Casablanca en décembre 1952 ? Qui en France connaît ce qui s'est passé en Tunis en avril 1938 ? Qui en France connaît ce qui s'est passé à Alger en décembre 1960 ? Pour ne parler que de l'Empire français. Des massacres de manifestants dans l'Empire français, il y en a eu en Indochine, il y en a eu en Afrique du Nord, il y en a eu en Afrique de l'Ouest. On va dire que c'est une technique de répression impériale qui est partagée dans les différents empires. La singularité d'octobre 1961, c'est que ça se tient à Paris, mais à un Paris qui est complètement imbriqué dans cet espace colonial. Donc c'est beaucoup plus visible, tout à coup. C'est chez les colons, enfin chez la puissance coloniale que la violence coloniale se manifeste. Oui. Et je pourrais ajouter même, aujourd'hui, on peut dire que notamment parmi les personnes qui regardent cette émission, elles ne découvrent pas en général le 17 octobre 61. Mais parmi elles, il y en a sans doute beaucoup qui ne se souviennent pas du 14 juillet 1953. Le 14 juillet 1953, nous sommes donc avant la guerre d'indépendance algérienne. Des Algériens du parti de Messali Hadj, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, la façade légale du parti du peuple algérien, défilent dans le grand défilé de la gauche, le grand défilé ouvrier du 14 juillet après-midi, le contrepoint du défilé officiel le matin. Donc là, on est bien dans une manifestation qui a un fort caractère familial. Ce ne sont pas les manifestations offensives. Ces Algériens, ils avancent en queue de cortège, place de la Nation, la police ouvre le feu. Elle ouvre le feu, plusieurs dizaines de balles sont tirées. Et ici, c'est des balles réelles, des balles qui sont tirées, 7 morts, 6 Algériens et un membre du service d'ordre de la CGT Métallo. Et donc là, ça nous dit que octobre 61, de toute façon, il résonne avec beaucoup d'autres événements, et on pourrait encore le faire résonner avec d'autres. Pourquoi a-t-il été oublié ? Effectivement, vous l'avez rappelé, il y a eu une explication longtemps avancée, qui était celle que la mémoire communiste aurait recouvert cet événement, avec une confusion qui a perduré pendant longtemps entre ce qui s'était passé le 17 octobre 61 et ce qui s'était passé le 8 février 1962, la manifestation dite de Charonne. Mais de fait, il me semble que cette explication, elle est un petit peu paresseuse, même s'il y a des régimes de mémoire qui ont basculé
Il y a quand même eu une force du mouvement ouvrier, en particulier du mouvement communiste, qui était capable de mettre en récit une autre histoire que l'histoire officielle des manuels scolaires, dans laquelle Charonne avait une grande place, et dans laquelle le 17 octobre 61 n'avait pas de place. La question est de savoir pourquoi le 17 octobre 61 n'avait pas de place dans les contre-récits. Pour qu'il ait une place, il aurait fallu que cette mémoire soit portée. Qui était en mesure de la porter, cette mémoire? Ceux qui vont la porter particulièrement dans les jours même qui suivent le 17 octobre 61, ce sont ceux qui ne font pas partie de la gauche respectueuse ni de la gauche communiste, c'est-à-dire notamment des cercles étudiants, le PSU, qui vont organiser des petits défilés, des rassemblements, en particulier le 1er novembre 1961. Et cette mémoire, d'une certaine façon, elle va exister, puisque par exemple, mais à bas bruit, c'est une mémoire souterraine, dans les manifestations de 1968, on voit parfois des pancartes ou des slogans qui font référence aux Algériens de 1961, même s'il y a une confusion, encore une fois, avec Charonne. Le terme Charonne est plus souvent utilisé que celui du 17 octobre, mais il y a une référence aux exactions contre les Algériens. Ne nous traitez pas comme vous avez traité les Algériens. C'est quelque chose qui est dans un certain nombre d'esprits à cette époque. En 1968, c'est aussi la première fois que le gouvernement algérien fait célébrer une journée de l'immigration, de l'émigration en l'occurrence, et il choisit la date du 17 octobre. Il choisit la date du 17 octobre, donc bien sûr pour rendre hommage au rôle des Algériens de France dans l'indépendance, mais il ne choisit pas de mettre l'accent sur ceux qui seront appelés plus tard les martyrs, selon la terminologie utilisée en Algérie. Ça viendra beaucoup plus tard, ce terme de martyr, après le retour de mémoire, un retour de mémoire qui, en gros, va arriver à partir des années 80. À partir des années 80, pour différentes raisons. Si on synthétise très rapidement ces différentes raisons, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui permet quand même à des journalistes qui jusqu'alors n'avaient pas pu parler, par exemple, à la télévision du 17 octobre 61, d'en parler. C'est le cas de Marcel Tria, qui, en 1982 ou 1983, je ne suis plus sûr de la date, il faudrait que je vérifie, va faire le premier reportage télévisé sur France 3 sur la manifestation du 17 octobre. Libération s'ouvre de plus en plus à ces questions-là, avec un certain nombre de journalistes. Et surtout, cette période de la fin des années 70, début des années 80, avec la grande marche pour l'égalité et contre le racisme, c'est l'émergence... C'est la grande marche de 1983. Voilà, Ouais. c'est une politisation des enfants de l'immigration, dont un certain nombre, juste une partie de ces enfants, sont issus de l'immigration algérienne, pour partie parce que cette immigration algérienne était très plurielle aussi, pour partie de militants pour l'indépendance algérienne, et cette mémoire va commencer à être portée. Elle va commencer à être portée en lien avec la dénonciation des illégalismes, des meurtres, des violences policières. Et donc elle va ressurgir de cette façon-là. De l'époque, des années 80. Exactement. La première commémoration du 17 octobre 61, c'est au Canal Saint-Martin, en 1983, au moment de l'arrivée de la marche pour l'égalité et contre le racisme à Paris. Et donc là, on a un premier retour de mémoire qui va s'incarner dans un premier livre. Il y avait eu des écrits, mais des écrits qui n'ont pas forcément été publiés. Les Péjus, Marcel et Paulette Péjus, ont écrit sur la manifestation du 7 octobre 61 à la demande de la Fédération de France, mais vu que ce n'était plus une priorité, leur manuscrit, finalement, n'a pas connu le destin qu'il aurait pu connaître. Et la première grande enquête qui est publiée, elle est publiée en 1985 par un journaliste et militant des droits de l'homme, Michel Lévin. Elle va faire très peu de bruit, cette enquête. Michel Lévin va même détruire ses propres archives tellement il était déçu d'avoir eu peu d'écho, alors que déjà, il apporte des connaissances qui permettent d'avoir un cadre général sur ce qui s'est passé ce jour-là, très important. Et c'est bien sûr Jean-Luc Einaudi, avec son premier livre en 1991, mais un livre qui est issu de cette mémoire souterraine, c'est-à-dire des militants maoïstes qui ont toujours transmis cette mémoire, et l'un d'eux, Georges Mattei, qui avait assisté à la manifestation, qui était un soutien très fort du FLN, lui transmet les archives de la Fédération de France. Et au travers de ces archives... de France, du FLN, hein, oui. Donc, on est d'accord. Ouais, ouais. Et au travers de ces archives de la Fédération de France, du FLN, et d'une longue quête archivistique qui s'est heurtée à tout un ensemble de difficultés, voire de veto, Jean-Luc Einaudi va écrire en 1991 un ouvrage qui là va avoir un écho fort. Cet ouvrage va participer
d'un basculement progressif qui se tient entre 1991 et le début des années 2000, dont le procès Papon est emblématique. C'est le passage d'un régime mémoriel centré sur la Seconde Guerre mondiale à un régime mémoriel où les questions des guerres coloniales vont devenir prédominantes. Et l'itinéraire de Papon lui-même est tout à fait emblématique, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais c'est pendant son procès donc pour ses actes de collaboration et sa participation au génocide, comme secrétaire de la préfecture de Gironde, donc pendant l'occupation. C'est au cours de ce procès qui a lieu en 97-98. Il y a un épisode très intéressant, c'est-à-dire que des archivistes viennent témoigner, 2 archivistes plus exactement acceptent de témoigner par écrit au cours du procès Papon pour documenter sur des archives qui sont inaccessibles au public mais qu'eux-mêmes ont pu voir les actes de Papon et les conséquences, disons, de l'exercice de son autorité à la préfecture de Paris pendant le mois d'octobre et au moment de cette manifestation. Alors en 1997, Maurice Papon est poursuivi sur l'incrimination de crimes contre l'humanité, la seule qui soit imprescriptible, pour son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au début de ce procès, il y a une sorte de procès dans le procès. Puisque les avocats des parties civiles vont, au cours de la période où on établit la biographie de la personne mise en cause, faire témoigner Jean-Luc Einaudi. Et Jean-Luc Einaudi va témoigner un jour qui doit être le 16 octobre 1997, ou un jour ou deux près, sur ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Ce qui est hors cadre par rapport au procès, mais qui rentre dans la reconstitution de carrière. De la personnalité de l'accusé. Et ce témoignage va avoir un écho énorme en raison de la date, en raison du retour de mémoire et en raison du fait que Jean-Luc Einaudi, qui combattait sur ces questions-là depuis des années, va continuer de porter le fer contre Papon par voie de presse interposée, et Maurice Papon va porter plainte contre Jean-Luc Einaudi. Et en portant plainte contre Jean-Luc Einaudi, il va ouvrir un nouveau procès. Un nouveau procès où cette fois, Jean-Luc Einaudi, il y avait déjà eu la question des archives, avait déjà commencé à être soulevée en 1997. Elle va l'être encore plus en 1999 au cours de ce procès avec les figures emblématiques de ces 2 archivistes des archives de Paris, dits francs-tireurs parce que d'une certaine façon, pour faire éclater ce qu'ils considéraient comme une vérité et l'impossibilité pour Jean-Luc Einaudi de se défendre, ils vont se départir des règles habituelles du métier d'archiviste. Brigitte Lenné et Philippe Grand. C'est-à-dire qu'attaqué en justice, il ne peut pas se défendre face aux accusations de Papon parce qu'on n'a pas accès aux archives. Donc il ne peut pas prouver ce qu'il dit. Et eux qui savent, même s'ils ne peuvent pas communiquer les documents parce qu'ils les ont classés, parce qu'ils ont eu accès, qu'il y a des éléments qui sont à l'appui de ce qu'a avancé Einaudi, vont en quelque sorte rompre une obligation de réserve. Exact, on peut le dire ainsi, oui. Au nom d'une vérité supérieure, en quelque sorte. Pour dire oui, ce qu'avance Einaudi est juste, et ils vont le dire par écrit auprès des tribunaux. Et ça va leur valoir la réprobation de leurs collègues, enfin d'une bonne partie de leurs collègues, et des sanctions administratives très importantes. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais eu de sanctions officielles. Catherine Trautmann, ministre de la Culture à l'époque, ne les a pas sanctionnés. En revanche, ils vont être mis au placard, pour le dire. Ils ont été placardisés quand même. Ah oui, bien sûr. Non, mais d'accord, il n'y a rien eu d'officiel. C'est pour dire la façon dont le pouvoir de l'époque est très embarrassé. Il est si embarrassé qu'il lance 2 missions. Une mission au ministère de l'Intérieur avec Dieudonné Mandelkern et une mission au ministère de la Justice avec Jean Géronimi et puis des équipes derrière eux qui sont chargées à la fois de retrouver les archives qui permettrait d'écrire l'histoire d'octobre 61 et essayer d'en tirer un bilan. Parce que la grande question qui traverse à l'époque, c'est celle du bilan. Des chiffres. Des chiffres, exactement. La querelle va se centrer sur les chiffres. Ce qui fait qu'avant la déclaration de François Hollande, que vous citiez à raison tout à l'heure, en 1999, lors du procès intenté par Maurice Papon contre Jean-Luc Einaudi, le ministère public va reconnaître qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts ce jour-là. Et donc c'est la première reconnaissance officielle, même si ce n'est pas une reconnaissance politique, c'est une reconnaissance dans l'arène judiciaire. Le parquet donc. Oui. D'accord. Au cours des débats. Exactement. Et donc ça nous prouve ici tout le combat qui a été mené, ce que
ce qui a été appelé depuis la bataille d'Enodi, à la fois pour accéder aux archives et faire en sorte que l'arène judiciaire soit finalement une arène où éclate une partie de la vérité sur octobre 1961, puisqu'effectivement, avant que le politique ne reconnaisse à mot couvert, puisque la déclaration de François Hollande est véritablement à minima, même s'il s'agit d'un début de reconnaissance, cette reconnaissance, elle avait eu lieu dans les tribunaux et dans les manuels scolaires, parce qu'à partir du début des années 2000, les manuels scolaires se saisissent de cette question-là. La commémoration de 2001 est un moment véritablement fort autour du 17 octobre 61 avec de nouvelles publications et vont arriver après cette étape qu'on pourrait qualifier de mémorielle et de véritable lutte militante aussi. Jean-Luc Enodi, à la fois il fait un travail d'historien sans être un historien professionnel, mais ce qu'il veut, c'est faire vivre cet événement dans l'arène publique. Ce n'est pas simplement en restituer l'économie générale ou même détaillée. Vont arriver les premiers travaux d'historiens professionnels. Il y avait des maîtrises, il y avait des mémoires qui avaient été publiées autour des années 90, des années 2000, mais les premiers livres sur la question sont celui de Jean-Paul Brunet, qui bénéficie d'une ouverture des archives de la préfecture de police. C'est ce moment 2000. Et en 2006, paraît en anglais le livre de deux historiens britanniques, Jim House et Neil McMaster, qui, jusqu'à aujourd'hui, est la somme de référence sur octobre 1961. La grande référence, traduit en français 2 ans plus tard. Traduit en français 2 ans plus tard, exactement, donc très, très facilement accessible, et qui, malheureusement, continue de ne pas être assez cité, je trouve, d'une certaine façon, puisque on a un livre qui essaie, on pourrait aujourd'hui le prolonger, 15 ans plus tard, il y aurait des choses à rajouter, à affiner, mais qui, en l'état de l'ouverture des archives, en l'état des connaissances, en s'appuyant sur ce qui avait été produit par d'autres, par Lévin, par Enodi, par beaucoup d'autres, vont établir à la fois une grande recherche et une première synthèse sur, non pas simplement le 17 octobre 61, mais ce grand moment de répression qui commence en 58 et a un acmé à l'automne 1961. Le livre de House et McMaster élargit finalement la perspective, si je comprends bien. Et c'est lui quand même qui inscrit profondément l'idée que la répression, c'est pas seulement le 17 octobre, que c'est dans un cadre beaucoup plus large, comme vous nous l'avez montré. On pourrait dire que c'est le premier livre qui véritablement considère qu'il faut analyser ici une répression coloniale, une répression contre un mouvement d'indépendance à partir des acquis de l'historiographie sur l'histoire coloniale, même si, et c'est là où c'est très intéressant, le FLN, la Fédération de France, qui a produit une plaquette sur le 17 octobre 61, son cadre analytique, c'est bien sûr la répression colonialiste. Et donc c'est ce cadre analytique, mais qui est repris d'une certaine façon avec les acquis de l'historiographie universitaire, et en essayant de sortir du débat sur le nombre de morts, qui est mal posé, puisqu'encore faut-il savoir de quoi l'on parle, de quelle mort l'on parle, de quelle période l'on parle, et en essayant de comprendre des logiques répressives qui doivent être pensées dans un espace qui intègre des carrières en Afrique du Nord notamment. J'avais une dernière question à vous poser, même si je ne veux pas vous faire sortir de votre rôle. Avec cette citation de Papon que je donnais au départ, la police parisienne a fait son travail, est engagée aussi, j'ai l'impression, l'histoire des logiques policières, l'histoire du rapport des hiérarchies policières aux hommes qui forment la police. La question de ces moments où on lâche la bride, finalement, où les responsables, alors là c'est Papon, le préfet de police, c'est Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, c'est De Gaulle aussi, Ces responsables savent qu'ils n'ont pas besoin de donner des ordres directs, ils savent qu'en laissant faire un certain nombre de choses, il va y avoir des conséquences particulières qui pourront plus ou moins déplorer, qu'ils n'assumeront pas eux-mêmes complètement, mais voilà, les effets seront là, à savoir les brutalités et les assassinats dans l'impunité la plus complète en définitive. Du point de vue de l'histoire de la police, du point de vue de l'histoire des techniques policières, de la place de la police dans la vie politique française, dans l'histoire des
des rapports entre gouvernement et résistance rencontrée par ces gouvernements. Là, on a une résistance coloniale, mais aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux violences qui sont exercées contre les Gilets jaunes. Quand on voit la vidéo de Jérôme Rodriguez éborgné, tout le monde peut la regarder sur YouTube, il est parfaitement inoffensif, il y a un groupe de policiers qui se présente devant lui, qui lui tire dessus. On sait qu'aujourd'hui, le rapport de l'IGPN qui a été fait n'est toujours pas accessible, alors qu'il y a eu un tribunal administratif qui a enjoint au ministère de communiquer à Jérôme Rodriguez les résultats de l'enquête. Voilà, c'est un exemple qui vient tout de suite. Impunité totale encore. Est-ce que c'est artificiel de tracer une généalogie, disons, de cette impunité policière, de ce type de pratique, depuis ces moments de la guerre d'Algérie si particuliers, comme vous l'avez montré, qu'on ne peut pas envisager hors contexte? Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'historien? Il faut bien avoir en tête deux choses ici. C'est qu'à certains moments, le pouvoir politique dépend plus de sa police qu'à d'autres. C'est-à-dire qu'il est engagé dans des politiques qui font qu'il attend beaucoup de ses forces de l'ordre, qu'il attend beaucoup de ses forces de l'ordre, parce qu'il est impossible d'arriver aux objectifs qu'il s'est fixés sans un niveau fort de répression. Et donc, la période de la guerre d'Algérie, ici, c'est une période où, effectivement, s'il est demandé aux forces de l'ordre de démanteler la Fédération de France du FLN, alors qu'il y a en France 400 000 Algériens, à peu près, Algériens et Algériennes, dont plus de la moitié est organisée par le FLN, organisée clandestinement, vous imaginez le degré d'implication policière, et donc derrière cette implication, forcément de coercition, parce qu'une police qui est poussée à travailler de plus en plus sur une telle question, le pouvoir admet forcément une augmentation du degré de coercition, qu'il reconnaît par des textes d'exception. Il y a des textes d'exception dans cette période-là. Il y a l'état d'urgence qui va aussi s'appliquer en métropole. Il y a les textes sur l'internement. Il y a la possibilité de saisir les tribunaux militaires. Donc il y a tout un ensemble de textes d'exception qui font que dans un certain nombre de cas, le pouvoir, d'une certaine façon, s'en remet à la police pour atteindre ses objectifs. Il charge la police de s'attaquer à une population de 400 000 personnes. Voilà. Enfin, c'est totalement démesuré. C'est une guerre qu'on confie à la police. Effectivement. Et d'ailleurs, Maurice Papon parlait de ses soldats. Quand il parlait de ses troupes, il utilisait les deux termes très, très régulièrement, sachant qu'il faut avoir en tête ici qu'il est demandé beaucoup à une police qui bénéficie de textes d'exception, donc qui peut aller beaucoup plus loin dans la répression, dans une période où elle est même extrêmement ciblée. Autrement dit, on a des policiers à qui il est beaucoup exigé, alors même qu'ils sont des cibles. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués par le FLN de leur côté. Voilà, oui. 50 morts sur la période de la guerre d'indépendance. C'est rien par rapport au bilan de la guerre d'indépendance algérienne. C'est énorme par rapport à ce qu'est le métier de policier. Bien sûr. C'est énorme par rapport à ce qu'est le métier de policier. Et donc, dans ces cas-là, comme vous l'avez dit, le pouvoir politique, à un minima, quand il n'exige pas, il lâche complètement la bride. C'est-à-dire qu'il est obligé de couvrir les exactions. Et c'est les fameux mots de Maurice Papon à l'enterrement de Jean Domohan, un gardien de la paix qui a été assassiné au début du mois d'octobre 1961. Pour un coup reçu, nous en porterons 10. Ce sont des mots qui sont des mots assez classiques en situation de funérailles officielles de policiers tués en service. Ça peut être vu comme on imagine ce que ça veut dire dans cette période où il était déjà su dans les services qu'un certain nombre de collègues commettaient des actes de répression à minima extrajudiciaires. Et ça peut être entendu comme pour un mort, nous en tuerons 10, pour le dire clairement. En tout cas, il était évident que même les archives les plus officielles montrent que les policiers à cette époque-là, et là nous parlons d'une situation où ils se sentaient en danger, il était écrit « nous avons abattu ». Le terme « abattre » est écrit, et « abattre » entraîne toujours légitime défense. Et donc les policiers se savent couverts. Il y a une présomption de légitime défense. Ils se savaient effectivement complètement couverts, ce qui va poser la question très fortement au début de l'année 1962, c'est que Maurice Papon lui-même va se poser la question avec ses différents directeurs des différents services de la police parisienne, comment on va ramener dans le droit commun et le fil commun du travail policier, des policiers qui ont été habitués à une ambiance de caserne. Qui ont pris des habitudes. Voilà, exactement.
Merci beaucoup Emmanuel Blanchard pour cette mise en contexte, ces explications absolument capitales pour se faire une idée de l'événement. Avant de porter des jugements, il faut prendre en considération tous les éléments. Et vous nous avez vraiment éclairé là-dessus. Est-ce que parmi les membres du public, il y a des questions? Bon, moi, ma question, est-ce qu'on sait l'influence de l'extrême droite, voire de l'OAS, parmi les policiers à cette époque? Alors, la police en Algérie était complètement gangrénée, pour reprendre le terme de Pierre-Vidal Naquet, par l'OAS. En métropole, et en particulier en région parisienne, la question est beaucoup plus compliquée. On sait qu'il y a un certain nombre de policiers qui ont été démis de leurs fonctions, mais comme dans toutes les administrations, au cours de l'année 1961, pour affinité avec l'OAS. Et il ne semble pas que ça puisse être considéré comme un élément majeur d'explication de ce qui s'est passé en octobre 61, pas plus que de ce qui s'est passé à Charonne en février 1962. Tout simplement parce que, par exemple, au niveau syndical, l'immense majorité des gardiens de la paix restent affiliés aux syndicats traditionnels, donc plutôt estampillés à gauche, et il y a peu de déport de voix vers le syndicat le plus à droite. Et quand on essaie de comprendre les logiques de ce qui s'est passé, il n'y a pas besoin de faire intervenir cette variable de la politisation extrême d'un certain nombre de directeurs de la police parisienne ou de leurs subalternes pour comprendre ce qui s'est passé. De la même façon, d'après ce qu'on peut voir, l'OAS n'a pas bénéficié de plus de complicité dans la police qu'elle en a bénéficié au niveau de la justice ou d'autres administrations, par exemple. Et il y a une priorité qui est clairement affichée par le général de Gaulle à cette époque-là, et Maurice Papon essaie de la mettre en œuvre, c'est que la lutte contre l'OAS doit être pensée comme aussi importante que la lutte contre le FLN. J'avais envie de rebondir sur cette question. Vous parlez de politisation de la police, mais est-ce que ça ne renvoie pas finalement à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette mission qui est confiée à la police de démanteler la fédération du FLN, c'est-à-dire une organisation qui se développe dans une population de 400 000 personnes? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une mission politique, en un sens, qui est confiée à la police, si on veut essayer de comprendre plus globalement le développement des violences policières à cette époque? Si on veut dire les choses simplement, le problème qui se pose, ce n'est pas celle des affinités politiques des policiers de base, c'est celui de la mission politique qui leur est confiée par les gouvernants. C'est ça. Effectivement. On peut finalement voir là quelque chose qui est en miroir de cette politisation de l'armée que Raphaël Branche a évoqué dans La Grande Hache autour de la torture et des exactions. Les politiques s'en remettent finalement en fermant les yeux d'une certaine manière à l'armée en lui confiant une tâche politique, c'est-à-dire de lutter contre l'emprise au sein d'une population, d'une organisation de résistance et de libération. Et fatalement, ces missions ne peuvent être mises en œuvre qu'avec ce type de méthode. Mise en œuvre par les intéressés, donc par l'armée ou par la police, en dégageant d'une certaine façon les politiques. Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir politique de l'époque aurait pu avoir peur de sa police comme il a eu peur de son armée. Puisqu'en 1958, le 13 mars 1958, donc sous la 4e République, et c'est ça qui va amener l'arrivée de Maurice Papon à la préfecture de police, les policiers parisiens avaient manifesté jusqu'au Palais Bourbon dans une manifestation qui est véritablement une manifestation subversive, un renversement de l'ordre. Des policiers qui vont afficher devant l'Assemblée nationale leur défi à la 4e République. La 5e République ne sera jamais soumise à ce type de défi policier, en tout cas pas à l'époque où le général de Gaulle lui fixe son agenda par rapport à la guerre d'indépendance algérienne, donc jusqu'en 1962. Et cette manifestation policière dont vous parlez, quelles étaient ces revendications? C'était lié à la façon dont les policiers étaient exposés sur le territoire national aux violences du FLN? C'était des revendications doubles, comme il y en a très souvent dans la police. Alors, à la fois des revendications corporatistes, des questions d'indices, des questions de retraite, mais qui étaient aussi liées au fait que 1958, c'est les premiers meurtres contre des policiers par la Fédération de France du FLN. Et donc, on a cette double demande, à la fois de reconnaissance professionnelle et de protection, qui amène à demander à la 4e République, d'une certaine façon, de sortir un peu plus de l'état de droit en réclamant des couvre-feux, des pouvoirs d'exception, etc. Monsieur, oui.
Est-ce que Maurice Papon avait donné des consignes très précises sur le plan de la répression de cette manifestation dont il était au courant qu'elle allait se passer? Donc, est-ce que la violence, il y avait des ordres vraiment de violence et jusqu'à l'assassinat, oui. Et autre chose, il y avait dans la société civile ce qu'on appelait les porteurs de valises. J'en ai connu, moi, des gens qui aidaient le FLN pour récupérer les fonds. Et est-ce que chez les policiers, il y avait un syndicat ou est-ce qu'il y avait ce genre de défense un peu au niveau des policiers? La figure de Maurice Papon, effectivement, vu sa carrière, elle se surimprime au-dessus de cet événement, alors qu'on n'a même pas forcément besoin de cette figure-là pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé ce jour-là, il n'y a pas besoin d'un préfet de police qui soit Maurice Papon, ça aurait pu être un autre, même si ça devait être un préfet de police du type de ceux qu'on appelait à poigne, parce que ça fait partie d'une certaine catégorie de préfets de police. Maurice Papon, c'est un haut fonctionnaire qui connaît les codes de ses métiers, bien sûr qu'il ne va pas faire d'appel au meurtre par écrit, etc. Le problème qui se pose pour Maurice Papon, c'est qu'il est jugé sur sa capacité à tenir sa police. La peur, c'est que la police lui échappe. C'est-à-dire que les équipes parapolicières, ce que Neil McMaster a appelé les escadrons de la mort, se multiplient. Que l'OAS s'infiltre dans sa police. Ça l'aurait mis en difficulté. En revanche, réprimer la manifestation du 17 octobre 61, cela ne le met pas en difficulté. C'est l'attente du pouvoir politique. Il n'a pas besoin d'exiger de ses gardiens de la paix qu'ils soient violents. Ces gardiens de la paix, ils ont une propension à la violence depuis un certain nombre de semaines, à la fois en raison des consignes qui leur sont données et en raison des vengeances qu'ils veulent exercer sur le terrain parce qu'un certain nombre de leurs collègues sont eux-mêmes ciblés par le FLN. Donc il suffit de donner deux consignes très simples. C'est les Algériens ne doivent pas entrer dans Paris et vous raflez tout ce que vous pouvez. Quand vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent et que vous pouvez toutes les rafler, c'est jamais arrivé dans l'histoire de France, ce type de répression d'une manifestation. Et ça existe bien sûr à un niveau de violence extrêmement élevé. Vous n'allez pas avoir d'appel au meurtre, vous allez juste avoir la possibilité que soient mis en barrage sur les ponts de l'ouest parisien des policiers armés de fusils mitrailleurs, alors qu'on leur dit il faut empêcher les gens de passer. Parce que ce jour-là, il y a aussi des personnes qui ont été tuées par balle. Ce qui distingue beaucoup la répression du 17 octobre 61 de plein d'autres répressions, c'est que ce jour-là, des personnes sont tuées dans des dizaines d'endroits selon des modalités très différentes. Il y a des personnes qui meurent étouffées, des personnes qui meurent noyées, des personnes qui meurent tabassées, des personnes qui sont tuées par des gendarmes mobiles, des personnes qui sont tuées par des policiers parisiens, des personnes qui sont tuées par ceux qu'on appelait les harkis de la préfecture de police, la force de police auxiliaire. C'est ce que Pierre Vienne-Laquet appelait un pogrom ou une ratonnade, selon les deux termes qu'il a utilisés. Ce n'est pas la répression d'une manifestation. Une dernière question peut-être? Oui, j'avais posé la question s'il y avait parmi les syndicats de policiers des policiers moins agressifs, plus comme à l'image un petit peu des porteurs de valises qui existaient dans la société civile aussi. Ouais. Je n'ai pas en tête de policiers qui aient été soutien du FLN, ce qui aurait été une faute professionnelle. De toute façon, là, on n'est pas simplement dans l'affinité politique, on est dans la faute professionnelle. Mais il faut bien imaginer que la préfecture de police de Paris, à l'époque, c'est 20 000 gardiens de la paix. 20 000 gardiens de la paix qui sont recrutés dans les milieux populaires, ouvriers, employés, et qui couvrent l'ensemble du spectre politique. Ils ne sont pas particulièrement en affinité avec l'OAS. Leur syndicat majoritaire n'est pas un syndicat de droite, loin de là. François Rouve, le secrétaire général de ce syndicat, va être suspendu de ses fonctions, ce qui ne va pas l'empêcher de rester une figure syndicale majeure dans l'histoire des policiers. Il était connu de ces policiers qu'il était en affinité avec le Parti communiste. Et pourtant, c'est lui qui est à la tête du syndicat extrêmement majoritaire. Alors ça ne veut pas dire que les policiers communistes sont extrêmement minoritaires, mais ce que veulent les policiers, c'est avant tout que leurs revendications professionnelles soient satisfaites et que leur intégrité physique soit préservée. Donc bien sûr, ils ne peuvent pas être en affinité avec le FLN, mais beaucoup aspirent à la fin de la guerre
d'indépendance algérienne. Beaucoup aspirent éventuellement à l'indépendance algérienne. Le peuple français, tel qu'on saisit ses opinions au travers des sondages, il est depuis 1958 au moins en faveur de l'indépendance algérienne. Et donc il n'y a pas de sondages qui ont été faits simplement sur les policiers, mais les policiers sont plutôt très contents que la guerre s'arrête pour qu'ils repassent à d'autres types de fonctions. Ce qui n'enlève pas que, parce qu'il faut essayer d'être le plus précis possible, que bien sûr, ce type de répression a développé des pratiques, voire des affinités racistes, qui vont se perpétuer après la guerre d'indépendance algérienne. C'est des choses totalement différentes. C'est pas parce qu'on n'est pas OS qu'on n'est pas raciste, et ils n'étaient pas forcément racistes avant d'être policiers, ou anti-algériens avant d'être policiers, à une époque où les représentations négatives sur les Algériens étaient très largement répandues. Mais après la guerre d'indépendance algérienne, effectivement, ceux qui ont vécu à la fois ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont subi vont être marqués par cela. Et la police française, à la fois dans des opinions racistes dont on sait qu'elles étaient exprimées parce que les jeunes qui entrent dans la police dans les années 70 en parlent, par exemple, mais aussi dans la façon qu'elle va contrôler les populations identifiées comme algériennes dans les années suivantes, va garder des réflexes. Et effectivement, le contrôle d'identité qui tourne mal, c'est quelque chose qui existait très peu avant la guerre d'Algérie et qui ne ciblait pas particulièrement les populations immigrées. Et à partir de la guerre d'indépendance algérienne, cette façon de contrôler les papiers et d'en faire un rituel qui est un rituel d'opposition, voire d'humiliation, va se perpétuer. Et c'est de là dont va naître notamment une partie des mouvements antiracistes et pour l'égalité des années 70 qui vont conduire à la marche de 1983. C'est cette pratique du contrôle aux faciès, du contrôle d'identité qui tourne mal, l'un des éléments de continuité, disons, de longue durée entre la guerre d'Algérie et aujourd'hui. On a une pancarte de manifestants algériens en 1951 ou 1952 qui défilent dans les rues de Paris, qui descendent vers la Bastille avec une pancarte « Plus de chasse aux faciès ». La pratique du contrôle aux faciès, donc le contrôle d'identité qui tourne mal, c'est l'un des nombreux éléments qui structurent le présent et qui sont en provenance de ce passé, sur lequel ce que vous nous avez raconté donne à méditer. Merci beaucoup, Emmanuel Blanchard. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine Grande Hache. Merci d'avoir regardé ce programme. Pensez à mettre des pouces bleus, à commenter et à nous soutenir en cliquant juste là.